Mon Algérie à moi ou mon histoire algérienne nous emmène aujourd'hui à des milliers de kilomètres de Paris et d'Alger, puisqu'on va dans le Pacifique retrouver Christophe Sand, qui est notre témoin du jour. En préparant cet entretien, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup plus de liens communs que ce qu'on imaginait. L'Algérie, la Grande Kabylie, ce besoin de connaître son histoire. Vous êtes aujourd'hui archéologue, je ne sais pas, vous nous expliquerez peut-être si le fait que vous soyez devenu archéologue est un lien ou pas avec cette quête On en identitaire. reparlera. Quand on parle de mon Algérie à moi, mon histoire algérienne, c'est vrai que vous concernant, c'est pas forcément évident de prime abord, déjà par le prénom, puis on abordera cette question de prénom aussi, parce que Christophe Sand, ça n'a rien d'algérien ou de maghrébin, comme dirait l'autre. Mon Algérie à moi commence par un non-dit. Mon lien avec l'Algérie est lié au bagne de Nouvelle-Calédonie. Et mon arrière-grand-père maternel, Lounès Ben Mohamed Ousguir, a été transporté en tant que prisonnier de droit commun à la fin du 19e siècle de Grande Kabylie en Nouvelle-Calédonie. Au départ, il était condamné à mort et puis sa peine a été transformée en bagne à vie. En Nouvelle-Calédonie, qui a un lien colonial primaire avec l'Algérie, parce que même si beaucoup de gens ne le savent pas, dans l'histoire coloniale française, il n'y a que deux territoires qui ont été désignés comme colonies de peuplement. C'est l'Algérie, puis c'est la Nouvelle-Calédonie. Dans cette Nouvelle-Calédonie tellement loin de l'Europe que ben, c'était un peu difficile d'y faire venir des gens. En fait, c'est le bagne qui a servi comme moteur principal durant la deuxième moitié du 19e siècle pour venir peupler sur une terre qui au départ était une terre kanak, dans le cadre d'un processus violent, d'abord contre les Kanaks, mais également au sein de la société coloniale, parce que le bagne a créé une double société d'installants, les nobles, quelque part, ceux qui étaient colons libres, et puis les bagnards et leurs descendants, dans un contexte où finalement c'était des citoyens de deuxième zone. C'est pour ça que je parle de non-dit dans ma famille. Ma grand-mère pouvait pas cacher ses origines algériennes parce que elle s'appelait Mina Lounès. Mais moi, j'ai quasiment jamais entendu quelqu'un l'appeler Mina. Elle s'appelait Mamie Minette. Il m'a fallu être adulte pour un jour comprendre que Mina, c'était Yasmina. On ne pouvait pas cacher, mais c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Et surtout, c'était une histoire où je me suis rendu compte, voilà, quand j'avais 25 ans, que en fait, l'histoire que la famille s'était construite, comme beaucoup d'autres familles d'origine algérienne en Nouvelle-Calédonie, c'était une histoire fausse. Les seuls Algériens qui avaient en Nouvelle-Calédonie et qui avaient une forme de noblesse dans le bagne, c'était les 126 qui était venu avec Mokrani à la suite de la révolte de 1871, puisque au tribunal de Constantine, ils avaient réussi à obtenir la reconnaissance que ça avait été une lutte politique. Donc, ils étaient pas condamnés au bagne, ils étaient exilés. C'est ce qu'on m'a raconté. On m'a raconté que mon arrière-grand-père, il faisait partie de l'équipe de Mokrani, et que, etc., etc. J'aurais pu me contenter de ça comme beaucoup d'autres gens, en fait. Mais le Mektoub, il était là. Toute mon histoire avec l'Algérie, c'est une histoire du Mektoub. J'ai rêvé et j'ai idéalisé une Algérie pendant pas loin de la moitié de ma vie. C'était quelque chose de fantasmé. Et parce que c'était fantasmé, c'était totalement inaccessible. C'était quelque chose sur lequel mes ancêtres, ils avaient mis un interdit. J'ai brisé le silence et ça a été difficile parce que je trahissais d'une part l'histoire familiale et d'autre part, je remettais au jour les souffrances de mes ancêtres, que ce soit mon ancêtre Lounès, que ce soit sa fille. Finalement, je faisais violence à une histoire qui avait été construite pour être oubliée. Le basculement,
Il s'est fait de façon tout à fait imprévue. Vous savez, ces déjeuners du dimanche qui durent et qui durent. Voilà, c'est une espèce d'histoire méditerranéenne où on a On fait le pareil monde. ici. Tout d'un coup, avec mon papa, on a calculé quel avait été l'âge de Lounès quand il a eu ses premiers enfants. Et puis, ben, avec le lien avec Mokrani, on s'est rendu compte qu'il aurait eu 60 et quelques années et qu'il serait mort quasiment centenaire. En quelques secondes, tout s'est Ouais. effondré. Je suis allé voir notre mémoire vivante du bagne calédonien, qui est l'historien Louis-José Barmançon, et puis je lui ai dit, écoute, j'ai un problème. Est-ce que tu peux me sortir la fiche de mon ancêtre? Parce que Et tout là, est elle m'a documenté, Christophe, hein. On peut trouver ces éléments. Oui. Absolument. Aujourd'hui, tout ça, c'est sur Internet. C'est les archives de l'outre-mer à Aix-en-Provence Ex. qui ont tout mis en ligne. Mais il y a également la commune de Bourail qui a sur son site Internet la liste des 2106 déportés d'Afrique du Nord, qui m'a donné une fiche. Et là, je me suis rendu compte que mon ancêtre, il était arrivé pas du tout en 1873, mais en 1896 et que en fait il faisait partie de la bande de Areski El-Béchir que les gens en Grande Kabylie connaissent bien parce que c'était un bandit d'honneur extrêmement célèbre et qui a laissé une très grande trace de mémoire de résistance. Il a fallu à partir de là que en fait je réécrive entièrement l'histoire. Je suis allé aux archives d'Aix-en-Provence, j'ai retrouvé la fiche de condamnation, j'ai découvert que sa maman s'appelait Tassadit, que son papa s'appelait Mohamed, qu'il venait du village d'Agrarej à côté d'Azazgar. Ce processus, en fait, de relocaliser une géographie qui ne soit pas mythique, mais qui soit réelle, a fait que j'ai cherché ce village sur des cartes d'Algérie de nombreux soirs, et je vous avoue que je ne l'ai jamais trouvé. Mm. Le village est tellement petit Oui. que voilà. Je savais que c'était du côté de Tizi Ouzou et puis pour le reste, Azazga n'était pas dans le dossier. Donc ma première quête s'est arrêtée là et elle aurait pu s'arrêter là, véritablement. Parce que de cette première phase, la conséquence concrète, ça a été que quand ma dernière fille est née en 1999, avec mon épouse, on a pris la décision de l'appeler Tassadit. Sur la fiche de condamnation, il n'y avait pas écrit Tassadit, il y avait écrit Tessanit. Et donc ma fille, Ah elle oui. s'appelle Tessanit. Elle dit à tout le monde qu'elle s'appelle Tassadit. Mais il y a eu un autre mektoub. À la sortie des années très difficiles, des années 90, un jour a débarqué en Nouvelle-Calédonie une équipe de télévision d'Algérie, Monsieur Saïd Elmi et Madame Fatia Si Youssef, que les Algériens connaissent bien. J'étais là pour faire un petit documentaire sur les descendants. Et ils ne savaient pas que moi j'étais descendant. Comme vous venez de me le dire, mon nom n'a absolument rien d'algérien. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Madame Fatiha qui me dit, vous êtes archéologue, on voudrait tourner quelque chose sur les Kanaks, sur l'histoire des Kanaks. Donc, on nous a dit de vous contacter. D'habitude, quand on m'appelle comme ça, je dis les Kanaks qui sont adultes, grands, vous demandez aux Kanaks, Mm. si c'est pas archéologique. Et là, j'ai dit très Est-ce- bien, je vous donne oui. un rendez-vous. Et donc, on s'est retrouvé un soir dans un hôtel de Nouméa. Et donc, on m'a fait asseoir sur une chaise devant une caméra de télévision. Derrière la caméra, il y avait l'équipe algérienne. Et donc, la première question qui est posée, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je dis, voilà, je m'appelle Christophe Sand, je suis archéologue et je suis l'arrière-petit-fils de Lounès Ben Mohamed Ouzguir. De l'autre côté, tout le monde s'est effondré. Ben oui. Et en fait, on a fait 2 heures et quelques d'interviews. On n'a jamais parlé des Kanaks. Quand le film qui devait faire 35 minutes et qui a fini par faire 8 heures est sorti, c'est la série Les Témoins de la mémoire, début d'année 2005, ça a fait un très grand effet en Algérie Mm. et dans la diaspora.
Je me souviens que la première nuit où ça a été diffusé sur la télévision algérienne, en ce temps-là, on avait encore des fax. Et au milieu de la nuit, moi, j'ai un fax qui est sorti. D'habitude, c'est toujours pour une mauvaise nouvelle. Et donc, on se réveille tout de suite, on va regarder à 2 heures du matin, qu'est-ce que c'est. Et là, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas réveillé. Le matin, à 5 heures, je me lève, je vais regarder le fax, et là, je tombe sur un texte. Bonjour mon frère, on est des Algériens du Canada. On vous a vu à la télévision avec votre histoire terrible. On a pleuré devant le téléviseur. On ne vous a pas oublié. On vous aime. Pensez à nous. Enfin, quelque chose d'invraisemblable parce que ces gens, après avoir regardé l'émission, avaient dû monter sur Internet, avaient trouvé mon numéro de téléphone. Enfin bon, pour vous dire le lien qui s'est construit grâce aux témoins de la mémoire entre l'Algérie, les Algériens et la communauté de descendants ici en Calédonie. On doit être aujourd'hui à 6 000 lettres et cartes postales qu'on a reçues dans le cadre de la suite des témoins de la mémoire. Il y aurait quasiment une thèse à faire sur cette construction d'un lien nouveau de l'Algérie avec une communauté que les Algériens avaient oubliée. Si je dis qu'il y a un deuxième mektoub, c'est que les témoins de la mémoire ont tellement fait des faits en Algérie. Je pense il devait y avoir certains épisodes où quasiment la grande majorité des Algériens étaient devant leur télévision le soir où ça passait. Et donc, le gouvernement algérien, le ministère des Moudjahidines, a souhaité inviter des représentants de Nouvelle-Calédonie en Algérie, en voyage mémoriel. Et pour faire l'histoire très courte, parce qu'il y a des gens qui se sont désistés, notre pilier de la mémoire et de la communauté, Tayeb Haïfa, avec Madame Si Youssef et Monsieur Olmi, se sont dit, ce serait bien d'avoir un jeune. Et c'est mon nom qui est sorti, même si dans mon nom, il n'y a rien d'algérien. Ça s'est fait en 3 semaines. Monsieur Haïfa m'a appelé et m'a dit, pour toi, c'est comment l'Algérie? Et je lui ai dit, c'est un rêve. C'est quelque chose qui est immatériel. Il m'a dit, et si on t'emmenait avec nous, est-ce que tu serais partant? J'ai d'abord demandé à mon président directeur général, mon épouse, si je pouvais y aller. Et puis voilà, ça s'est fait de façon très, très, très rapide. Mais ça s'est fait aussi pour moi, et c'est important de le préciser, en me disant que je ne pouvais pas partir si là-bas pour ce voyage mémorial si les gens d'ici, en particulier les Kanaks de la région de Bouraï, n'étaient pas mis au courant que on allait sur la terre des ancêtres. Parce que, comme toutes les sociétés paysannes du monde, les ancêtres, c'est important. On a des rituels, on a des choses à faire. Et donc, je suis allé sur la tombe de Lounès pour prendre un petit morceau de la tombe pour amener là-bas. Petite parenthèse, parce que ça va faire sourire les gens qui écouteront. Dans mon métier, qui est un métier relativement physique et qui peut être un peu dangereux, j'ai quasiment jamais eu d'accident. Mais je me suis cassé un doigt de pied 4 jours avant de prendre l'avion. Le pays m'a dit qu'il y avait quelque chose. J'étais convaincu en prenant l'avion que voilà, ça allait être un voyage mémoriel, mais j'avais pas anticipé la charge psychanalytique, j'utilise le mot exprès, qu'allait représenter ce voyage. On a débarqué à Roissy à 4 heures du matin. Et à peine passé la douane, on attendait les bagages. On voit deux personnes qui travaillaient dans l'aéroport qui s'approchent de nous et qui disent Bonjour Monsieur Haïfa, on vous a vu à la télévision. On a ensuite été pris en charge pour prendre l'avion d'Alger. J'étais à la fenêtre, on a survolé la Méditerranée. Ça reste le Mare Nostrum. J'étais convaincu, assis dans l'avion, que ça allait être un voyage. Point. On a vu les côtes d'Algérie. On a survolé la Casbah et le port. Et là, tout d'un coup, est montée en moi une douleur animale que je n'avais jamais ressentie avant, que j'ai jamais ressentie après, quelque chose qui me donnait une envie de hurler. J'aurais été capable de hurler dans l'avion. Les larmes sont montées d'un coup. C'était une douleur dont vous avez pas idée. En fait,
excuse-moi. À ce moment-là, j'ai pris conscience que mon arrière-grand-père, avec Il était là. qui était là de temps en temps dans ma vie précédente, en fait, il était en moi, il était Mm. sur moi, il était Vous le sur mes portiez. épaules. Je portais l'esprit de mon ancêtre qui, qui m'accompagnait pour rentrer chez lui. Comme on était dans cet avion, on a été débarqué sur le tarmac, pas directement, parce que, Oui. il y avait la ministre, il y avait, etc., il y avait un comité d'accueil. Quand on regarde les images de cette arrivée, moi, je suis en transe. Je suis en état second, je n'arrive pas à parler, j'ai les yeux exorbités. Mon premier contact avec l'Algérie, avec la terre d'Algérie, pour un archéologue, c'est important, la terre, a été en fait de prendre conscience que c'était pas mon voyage, c'était le voyage de mon ancêtre. Je bouclais la boucle. J'ai pris conscience à ce moment-là, et je l'ai analysé après, qu'en fait, j'étais porteur, sans le savoir, d'un traumatisme multigénérationnel qui était passé jusqu'à moi dans le silence et sans histoire, sans qu'il y ait quelque chose d'exprimé sur ce traumatisme. Mais le traumatisme, il était là, il était en moi en fait. Le premier jour à Alger, on était à l'hôtel juste au-dessus du port. J'ai pas arrêté de parler avec ce port. Je me suis dit, mais mon histoire, elle commence là. Le port d'Alger, en plus, avec tous ces bâtiments haussmanniens de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. J'ai eu ce choc mémoriel extrêmement douloureux qui est mon premier souvenir de l'Algérie. On avait tellement de membres de nos familles qui voulaient nous voir qu'en fait, les organisateurs de notre voyage, dès le lendemain matin, à 6 heures du matin, ils nous ont mis dans des voitures, on est parti. D'abord chez Tayeb Haïfa, à Sétif, après en Petite Kabylie, parce qu'on était avec C'est Monsieur Wesh-e. Bouffiche, Mm. pour rentrer chez lui. On a fait ensuite Constantine, on est allé jusqu'aux portes du désert. Et puis la dernière visite, c'était à Tizi Ouzou et puis à Agradec. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était mon jour. On a pris la route relativement tôt. Je me souviens avoir téléphoné à ma tantine de Nouvelle-Calédonie, Armelle Lounès, pour lui dire, voilà, tantine, aujourd'hui, je rentre chez Mm. nous, parce que je sais que c'était important pour elle. En arrivant sur le plateau, en fait, de Grande Capilly, j'ai eu un vrai choc des paysages. Quand je vous disais qu'il y a de la mémoire multigénérationnelle, à un moment, quand j'étais petit, je suis allé vivre en Italie. C'était ma première découverte de la Méditerranée. On est arrivé en Italie avec mes parents en voiture par le nord de l'Italie. J'avais 10 ans et je ne savais pas parler italien, bien entendu. Je savais dire si, non. Je suis allé sur la petite placette et j'ai passé toute la soirée à taper dans un ballon avec les petits Italiens qui me parlaient, je comprenais rien, je disais si, non, point. Et à la fin de la soirée, mes parents sont venus me récupérer, m'ont mis au lit et m'ont dit, t'as passé une bonne soirée? Et je leur ai répondu à 10 ans, oui, je suis rentré à la maison. Et j'ai cru pendant longtemps Mm. que Mm. ce je suis rentré à la maison, il était Là. lié à mon ancêtre italien. Là où j'étais, en Italie, c'était des montagnes, des collines et des villages accrochés aux collines, au haut de collines. Et en arrivant sur le plateau de Tizi Ouzou, en voyant tous ces villages kabyles accrochés, je me Mm. suis dit, mais non, le retour à la maison, Il est c'était là. ce Mm. paysage-là, en fait, que mon enfance a exprimé. On a été reçu à la wilaya de Tizi Ouzou, et alors que dans toutes les autres wilayas où on avait été reçu, on nous avait couvert avec un burnous, mais Oui. c'était toujours un burnous marron. Là, C'était pour la blanc. première fois, on nous a couvert avec un burnous blanc. Pour nous, Calédoniens, et en particulier pour moi, c'était un vrai signe du lien générationnel parce que les combattants d'El Mokrani, qui étaient en exil à l'île des Pins, on a des photos d'eux. Et comme Avec ils des étaient en burnous blancs. exil, ils avaient le droit d'être en burnous. Et ils sont tous en burnous blanc.
Et donc, être couvert, moi, d'un burnous blanc, en fait, ça me faisait le lien Ah, avec cette part-là de notre histoire commune. mhm. On a roulé, parce qu'à Zasga, il y a quand même encore Ah une bonne bah heure oui, et oui, demie. oui. Voilà. Et puis, on a commencé à monter dans les collines. Et à un moment, dans un virage, je me suis retrouvé face à un paysage avec des cailloux de granit, avec des oliviers, une plaine qui montait, des fleurs. Et ce paysage était avec chaque élément à sa place, le paysage que je m'étais créé dans ma tête aux archives d'Aix-en-Provence quand j'ai eu en face de moi le document original de la condamnation de mon ancêtre qui racontait que mon ancêtre Lounès avait fait partie de la bande d'Aleski el-Béchir, mais qu'il avait rejoint cette bande parce qu'en fait, il avait assassiné sa cousine qui probablement fricotait avec les Français. Donc c'était Crime d'honneur. voilà, c'était un meurtre d'honneur. Et puis qui s'était enfui pour rejoindre son oncle, Abdul, qui était un des lieutenants de Araski el-Béchir. Et c'est comme quand vous lisez, si vous voulez, vous créez des paysages dans votre tête. Mhm, mhm. Le paysage que je m'étais créé à Aix-en-Provence en lisant pour la Il première était. fois cette histoire et en imaginant mon ancêtre s'enfuir dans la montagne, il était devant moi. J'ai éclaté en sanglots, personne n'a J'imagine. compris, j'ai essayé d'expliquer. J'ai dit, c'est terrorisant en fait, parce que cette histoire a été tellement douloureuse qu'en fait, sur 3 générations, la mémoire génétique s'est transmise jusqu'à moi. On est arrivé à Agladec, il y avait toute la famille, il y avait, je sais pas, une centaine de personnes. Et en face de moi, j'avais des cousins qui me ressemblaient. J'avais des oncles qui ressemblaient à mes oncles, aux frères de ma grand-mère, ici de Nouméa, qui était décédé quelques années avant. C'était des revenants, en fait, quelque part. Il y avait quelque chose. La puissance du lien du sang était phénoménale. Même pour monsieur Haïfa, il me dit, mais ça, c'est tonton Salah, là. Ton oncle, là, mais c'est la même tête. Il y a eu les discours, il y a eu l'accueil, il y a eu les you-you. Puis ma famille m'a pris et m'a dit, nous, on a un endroit qu'on veut te montrer. Devant une série de maisons, il y avait toutes les cousines, toutes les tantes, toutes habillées en costume traditionnel kabyle. Il y avait le lait, il y avait les dattes. Il y a un de mes oncles qui m'a pris et qui m'a dit, tu vois, la toute petite maison là, en cailloux, c'est dans cette maison que ton ancêtre, il est né. Il a ouvert la petite porte en bois, Mhm. il m'a fait rentrer dedans, la maison, et puis il a refermé la porte. Je me suis retrouvé tout seul dans cette pièce avec un sol en terre battue, avec des murs en pierre. J'ai touché le mur et il s'est rien passé. Je n'ai rien ressenti. Et en fait, j'ai appris plus tard que si je n'ai rien ressenti, c'est parce que durant la guerre de libération, le village a été évacué. Donc le mur que je touchais était un mur qui avait été reconstruit. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai pas fait 22 000 kilomètres Oh pour que non. se passe rien. Je me suis penché au sol, touché la terre battue, et là, je sens le cordon ombilical de Lounès. Le cordon ombilical, il est là. Quelque part, il me parle, il est enterré tout près. Je savais pas à l'époque que les Kabyles, ils enterrent un cordon ombilical. Les Calédoniens le font. Absolument. Moi, je sais où est le cordon ombilical de chacun de mes enfants. Et je me suis relevé, j'ai poussé la porte. En face de la porte, il y avait Tayeb Haïfa. Il m'a regardé et m'a dit, Fils, tu as changé de visage. Et je lui ai dit, Papa, mon vieux, il est parti. Parce qu'en fait, le poids que j'avais depuis le début du voyage s'est évaporé Mhm. quand j'ai touché le sol. J'ai, j'ai le sentiment d'avoir ramené l'âme de mon ancêtre C'est sûr. à l'endroit où il est sorti du ventre de Tassadit, Mhm. qui est le nom que porte ma fille. La boucle, elle était bouclée.
ouais. Le, L'exil le, était terminé quelque le part, Christophe. traumatisme, le traumatisme était fini. L'exil de mon ancêtre avait pris fin et il était rentré chez lui. Pour parler de cet ancêtre, il était Lounès. beaucoup avec moi avant ce voyage, mais je ne l'ai plus jamais retrouvé depuis ce voyage. Il n'est plus en moi. Son corps est ici, je vais le voir de temps en temps. Mon âme, elle est là-bas en Algérie, elle est chez lui. On a repris le chemin parce que la famille avait prévu un grand repas, mais moi j'avais amené plein de cadeaux. En Nouvelle-Calédonie, quand on arrive quelque part, on ne peut pas arriver les mains vides. Les Français, ils arrivent avec un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin. Ouais, Nous, c'est souvent des tissus, etc. J'avais amené des tissus de Nouvelle-Calédonie, une boîte ancienne dans laquelle j'avais mis le morceau de la tombe de mon arrière-grand-père. Et puis, j'avais emmené un agrandissement de la seule photo qu'on a de mon arrière-grand-père avec ma maman quand elle était toute petite fille. Il y avait trop de monde, on ne pouvait pas faire ça à l'entrée de la maison d'un de mes oncles, donc on a fait ça dans un champ. On a étalé une natte, j'avais amené une natte, on a étalé une natte et en fait j'ai fait ce qu'on appelle en Calédonie une coutume. J'ai pris conscience que c'était universel parce que je voyais bien que les gens qui étaient en face de moi, toute cette famille kabyle, en fait ils comprenaient très bien ce que j'étais en train de dire. Ils comprenaient très bien ce que j'étais en train de faire. Quand j'ai déroulé la photo, il y a eu un moment d'émotion absolument énorme parce que c'était la première fois qu'il voyait ce Lounès qu'il connaissait par la tradition orale. J'ai ouvert la boîte où il y avait le petit morceau de la tombe. J'ai demandé à un de mes neveux de prendre le caillou et puis de le jeter dans le maquis. Et donc je sais, mes enfants, ils savent qu'il y a un morceau de la tombe d'ici qui est là-bas. Et comme c'est dans le maquis, personne ne pourra jamais la prendre, elle va au fur et à mesure rentrer dans la terre de ouais. Kabylie et un morceau de la tombe d'ici, elle sera pour toujours en terre de Kabylie. On a eu un merveilleux repas, on devait redescendre sur Alger, on reprend la route pour quitter Agladec. Sur la route, 2 kilomètres plus bas, on est bloqué. Des gens qui bloquent les minibus, donc on descend. Et c'était un autre oncle. Et donc, voilà, il y a le lait, il y a les dates. Et le vieil oncle me dit, Christophe, on t'arrête là parce que on t'a entendu parler des oliviers à la télévision. Et tu vois l'olivier qui est sur la colline là-haut, là, il a été planté par ta sadite. Et là, j'ai pas été poli. J'ai abandonné tout le monde. Je me suis mis à courir. Les gens, ils couraient derrière moi. Mais moi, je me suis mis à courir. J'étais avec mon burnous. Et je suis arrivé jusqu'à cet olivier et j'ai embrassé cet olivier. J'ai fait un câlin à cet olivier. L'olivier, il était vivant. Il y avait une continuité sur un siècle et demi de la maman de mon ancêtre Lounès et de cet arbre qui Et était il là, a qui toujours. continuait à pousser. On est rentré à Alger, on est rentré à Nouméa. Mes enfants et le reste de la famille m'a demandé de raconter. Cet olivier, j'avais cassé une branche pour pouvoir ramener la branche. Elle est juste là, la branche. Ma fille, à l'époque, avait 6 ans. Quand je lui ai montré la branche d'olivier en disant c'est l'arbre de Tassadite, elle m'a dit non, 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 ça c'est mon arbre. Et papa, il va falloir que tu m'emmènes parce que moi, je veux voir mon arbre. Au cours des années suivantes, je suis retourné seul 2 fois en Algérie. Et puis, en 2010, pressé par mes enfants, on a décidé de faire un voyage en famille. Ce voyage en famille m'a permis de découvrir l'Algérie d'une autre manière parce que Oui, quand on est en individu et quand on est en famille, c'est pas le même monde. Mes enfants se sont appropriés l'Algérie de façon totalement différente de moi. Parce que je leur avais raconté l'histoire, parce que je leur avais raconté leurs origines. Eux, ils n'ont pas de traumatisme. Chez eux, il n'y a pas de non-dit. Ils se sont construits avec l'histoire complète. Leur découverte de l'Algérie, c'était une découverte qui était beaucoup plus paisible et beaucoup plus facile que mon premier voyage à moi. Bien entendu, on est allé en Kabylie. On est reçu par la famille. On est invité dans la famille où il y a l'olivier. On monte à l'olivier après le repas. Et moi, j'étais avec les oncles, avec les cousins, avec l'équipe de télévision.
Les enfants, voilà, ma fille avait 10 ans à l'époque, mon garçon en avait 13. Ils sont montés dans l'arbre. Ce que font tous les enfants quand il y a un arbre qui leur tend les bras. À un moment, j'étais en train de discuter et mon épouse Géraldine vient me voir et me dit, Christophe, il faut que tu viennes là parce que notre fils, Baptiste, il est en haut de l'arbre et il pleure à grandes larmes. Donc, j'abandonne tout le monde, je monte en haut de l'arbre et je trouve effectivement mon fils en pleurs. Et il me dit, Papa, il y a Pépé qui est avec moi. Oh non. Son Pépé Kanak qui était décédé 8 mois plus tôt. Pépé, il est là avec moi. Dans l'éducation qu'ont reçu mes enfants du côté kanak, le visible et l'invisible, c'est pareil. La réponse que je lui ai faite, j'ai dit, mais mon fils, c'est normal que Pépé, il est là. Parce qu'il est avec Lounès, il est avec Tassadit, et donc, ils sont en train de te regarder parce qu'ils sont fiers que tu sois venu. Faut pas que tu aies peur. C'est un moment important sur un arbre qui est vivant. Et donc, tu as tes ancêtres d'ici puis de là-bas. Ils sont ensemble pour te porter. Mon fils descend de l'arbre et je le vois ramasser et cueillir un bouquet de fleurs. Il est retourné à l'arbre. Il a déposé les fleurs sur l'arbre. Il a parlé à l'arbre. Il s'est comporté comme un Kanak. Il s'est comporté comme un Océanien où la nature et la culture, c'est pareil. Il a fait une coutume à l'arbre pour que, quelque part, il puisse en partir de façon apaisée. Et aujourd'hui, mes enfants, Baptiste et Tassadit, quand ils sont quelque part dans le monde, en particulier en France, mon fils habite au Danemark aujourd'hui, ben, quand il y a un chauffeur algérien, c'est... Oui, moi aussi je viens de là-bas. Je suis calédonien, je suis 100% calédonien, Mais mais j'ai une racine algérienne. Ce lien familial, en fait, construit sur le non-dit, est pour moi une extraordinaire revanche sur toutes les souffrances qu'ont subies mes ancêtres, mm, sur tout le mal que le processus colonial leur a fait, sur toutes les hontes qu'ils ont dû digérer, sur le fait que ma grand-mère, elle n'a jamais assumé cette origine parce qu'elle était trop douloureuse. Et jusqu'à le son fait, prénom d'ailleurs. Vous racontez que absolument, voilà, le prénom Yasmina voilà, que l'officier d'état civil refuse, voilà, puisque c'est voilà. pas, il est pas, il fait, Ta- Taïeb Haïfa l'évoque aussi, il entend, on l'a Ouais, appelé Jean-Pierre Taïeb parce qu'il c'est fallait, ça, quand on était entre scolarisés ou l'état civil refusait des prénoms à consonance exactement. étrangère. Et donc, le fait que mes enfants soient fiers de cette racine algérienne, c'est pour moi une victoire sur l'histoire, une victoire sur l'oubli. L'extraordinaire cadeau que l'Algérie m'a donné, le cadeau que la Calédonie m'a donné en me permettant de me réapproprier cette part de mes racines, a fait que, à partir de 2010, moi, je me suis impliqué dans l'association de la communauté arabe, berbère et calédonienne de façon relativement forte. Quand notre ministre de la Culture, en 2010, a proposé à la communauté de descendants d'être les représentants de la Nouvelle-Calédonie à l'année des Outre-mer qui avait été mise en place par le président Sarkozy à Paris après les troubles qui avaient eu lieu dans les banlieues. Un petit peu naturellement, l'association, elle m'a dit, c'est toi qui t'en occupes. Donc avec Louis-José Barmançon, qui est notre mémoire, hein, l'historien sachant, on a commencé à travailler sur la possibilité de au départ, c'était relativement petit, c'était quelques kakémonos, quelques conférences, quelques films. Et puis, on s'est dit, où est-ce qu'on va faire ça à Paris? Et là aussi, on a été porté par le Mektoub.
Et quand je dis que cette histoire, c'est que le Mektoub, c'est Mhm. vraiment que j'y crois très Oui, ouais. fortement. Un jour, par le plus pur des hasards, on était au mois de juin 2011, il se trouve que j'étais à Paris en même temps que Tayeb Haïfa. C'était la première fois que ça arrivait. Tayeb me dit, écoute, on va aller visiter l'Institut du monde arabe parce que on va faire notre action là. Et donc, on arrive à l'Institut du monde arabe, à une période où il n'y avait pas de directeur, etc. Enfin, c'était un peu compliqué pour eux. Ils nous font visiter au sous-sol l'espace des colonnades en nous disant, voilà, vous pouvez mettre des kakémonos ici, puis là, et puis là. Dans la conversation, il y a quelqu'un qui dit, et puis, bon, on a une salle d'expo qui, en fait, nous sert de débarras à l'étage en dessous. Et là, je dis, mais on peut voir. Il dit, vous savez, c'est très sale, machin, il y a plein de panneaux partout et tout. Et Faut donc, voir. on y va, on y descend. Et là, je me retrouve avec une salle énorme, avec plein de panneaux préinstallés. Et je regarde Tayeb et je demande au monsieur de l'Institut du monde arabe, est-ce qu'on peut faire une exposition là? Il me dit, mais vous avez 250 mètres linéaires de présentation d'expo. Enfin, c'est dans 5 mois là. Je dis non, 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 vous inquiétez pas, on va se débrouiller, on va. Et Tayeb a validé. Et donc, en fait, on est passé de 10 kakémonos à 250 mètres d'exposition. Euh, pour vous dire la vérité, quand j'ai débarqué à Paris 3 semaines avant l'exposition, la dernière partie de l'exposition n'était pas entièrement terminée de rédiger. Donc, en rentrant à Nouméa, une fois fait ce voyage et trouvé cette salle, en fait, la première chose qu'on a faite, c'est on a convoqué l'association et on leur a dit, voilà, est-ce que vous nous autorisez à faire une exposition sur l'histoire de la communauté? Et là, l'association, elle a dit, il n'y a pas de problème, mais on vous connaît, vous, les historiens. Vous allez nous faire un truc d'histoire, les trucs, les vieux, nanana, nanana, nanana. Bon, vous pouvez faire ça, mais nous, on veut que dans cette exposition, soit clairement dit que on existe toujours Mhm. aujourd'hui, qu'on n'a pas disparu. Et donc, l'expo, on l'a construite avec une première partie qui s'appelle l'arrivée, qui explique comment on a plus de 2000 Nord-Africains qui arrivent en lien principalement avec le bagne. Une deuxième partie qui s'appelle l'enracinement, pour raconter les péripéties de souffrance de l'installation sur la terre calédonienne de ces gens qui étaient colonisés chez eux et qui sont devenus colonisateurs en terre Ouais. kanak. Et puis une dernière partie sur aujourd'hui. Voilà. Mhm. Et l'exposition, on l'a appelée Calédoune Mhm. parce que tous ces Algériens, quand ils arrivaient, ils ne parlaient pas Pas français. tout. Mhm. Il y en avait un sur 1000 qui parlait français. Et donc, Nouvelle-Calédonie, eux, c'était Calédonie, Calédoune, Calédonie. Pas tout. Là, là. Et d'ailleurs, c'était synonyme même de bagne, il me semble, hein, pour, dans le langage Absolument. commun. On a effectivement recueilli quelques traditions orales qui se souvenaient que le terme était un terme qui faisait peur aux enfants. Mhm. Voilà, jusque dans les années 1950, on utilisait ça pour faire peur aux Mhm. petits en leur disant, Mhm. attention, si tu fais des bêtises, on Mhm. va t'envoyer là-bas. Cette exposition a été un très grand succès. C'est pas parce que j'étais commissaire, Une mais réalité. parce Ouais, c'est que, tout. en fait, elle a permis de faire bouger les lignes. Ça a donné un but aux membres de l'association qui se sont intéressés de façon plus détaillée à leur histoire. J'avais dit à Tayeb et puis aux autres membres qu'il fallait absolument que cette exposition nous ayant été offerte par une ministre de la Culture kanak, racontant l'histoire de la communauté en Mélanésie, il fallait absolument que dès le début, on soit dans un partenariat avec les responsables kanak de la région de Bouraï, de Nessadiou, Oui. là où, voilà, et que on fasse ce travail avec eux.
quand il y a eu l'inauguration de cette exposition à Paris. C'est pas les descendants d'Algériens qui ont fait la coutume à l'Institut du monde arabe. C'est les Kanaks de Bouraï. Et nous, on était derrière. C'était nos grands frères qui venaient nous accompagner pour nous faire rentrer. En tant que commissaire d'expo, le point qui m'a rendu le plus fier, c'est que à l'entrée de l'exposition, on avait projeté, comme ça tournait, les photos de 17 bagnards algériens et marocains qu'on avait incrustés dans leur fiche de condamnation avec leur numéro de condamné. Ok. Et pour l'histoire du bagne calédonien, c'était la première fois qu'on ressuscitait des visages qu'on présentait avec leur matricule et avec leur nom. Les Français, ils connaissent beaucoup le bagne de Guyane. Il est plus tardif, il dure jusqu'aux années 30. Il y a beaucoup de photographies, mais en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas cette systématisation de photographier les condamnés. Ça ne se faisait pas. Donc, on n'a pas de visage sur les noms de nos bagnards en Nouvelle-Calédonie. Sauf quand ces anciens bagnards ont été photographiés et que les familles ont gardé les photos. L'honneur bafoué de la colonisation était effacé par cette mise en exergue de qui ils étaient devenus après. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a accepté de financer, à travers la Maison de la Nouvelle-Calédonie, le rapatriement de cette exposition en très grand rouleau en Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait qu'on a pu présenter cette exposition dans différentes communes. Et bien entendu, la première commune où on est allé, c'était Bourail. Comme ça, il y avait des centaines de descendants qui pouvaient voir cette exposition. L'ouverture de cette exposition a été marquée par énormément d'émotions. Il y a des descendants qui ont pris une vraie souffrance de ce que leurs ancêtres avaient enduré. Et je me souviens d'un Abdelkader qui est sorti au milieu de l'exposition pour aller pleurer dehors parce qu'il venait de lire un témoignage dur des années 1930 de quelqu'un un journaliste français qui vient en Nouvelle-Calédonie, qui réussit à aller jusqu'à Nessadiou, donc l'endroit où il y avait la majorité de la communauté, et qui, à la fin de sa visite, dit, bon, on a donné des femmes aux bagnards. À la limite, pourquoi pas? Mais est-ce que véritablement on avait le droit de les autoriser à faire des enfants? Il termine en disant, en fait, tant qu'il y aura des enfants de bagnards, le bagne ne sera pas entièrement terminé. Mon Dieu. Et il parle de nos grands-mères, il parle de nos grands-pères, il parle de ceux qu'on a connus, parce que c'est les années 1930. Et c'est d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. On a fait J'imagine. également tourner cette exposition sur Nouméa plusieurs fois, mais aussi sur des communes où il y a principalement des Kanaks, Mhm. très peu de non-Kanaks. Et là, les réactions, elles étaient différentes. En fait, les réactions des Kanaks, il y avait des gens qui revenaient trois, quatre fois, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec cette histoire. Mais la Alors réaction pour eux. principale qui venait de la part des Kanaks, c'est, mais vous savez, nous, on ne savait pas votre histoire. Personne nous l'a raconté. Nous, on nous a tous dit que les colons, c'était tous des envahisseurs, mais on ne savait pas que le bagne, c'était aussi dur. On ne savait pas qu'il y avait une misère chez les descendants qui était la même que la misère dans les tribus kanaks au début du XXe siècle. On ne savait pas. En 2013, elle a été présentée à Alger dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance, où les Algériens ou les Algérois se souviennent peut-être qu'il y avait eu une énorme exposition sur l'histoire de l'Algérie. L'Algérie nous avait fait le très grand honneur de nous réserver une petite partie de l'énorme salle
d'exposition et le gouvernement avait traduit l'exposition Calédoine en arabe et donc nous avait invités à venir. Et en fait, ce voyage a été un voyage où on était une trentaine de représentants de la Nouvelle-Calédonie. On était accompagnés par notre ministre kanak de la Culture. Et en fait, il y avait dans notre délégation, il y avait plus de Kanaks que de descendants d'Algériens. C'est-à-dire que on a tenu absolument à ce que ce voyage sur la terre de nos ancêtres pour accompagner cette exposition qui raconte notre histoire en terre kanak soit faite avec les gens de la région de Bourail, avec les autorités coutumières de la région de Bourail, parce que finalement, c'est notre histoire commune. Mm. Et donc, on a eu la très grande fierté, en fait, de leur faire découvrir l'Algérie. Et on a eu aussi la très grande fierté de faire découvrir aux Algériens nos frères kanaks. C'est allé de temps en temps avec des incompréhensions, Bien parce sûr. que les coutumes, elles ont été faites par les Kanaks. Et les Algériens, ils ne comprenaient pas. Ils disaient non, c'est vos invités. Et vous, vous êtes les descendants d'Algériens en Algérie. Et on disait non, ça ne marche pas comme ça. Nous, on est des Calédoniens, descendants Bien sûr. Mm. d'Algériens, Mm. et on vient avec une délégation kanak. Et donc, c'est eux les grands frères. Et comme grands frères, c'est à eux de faire la présentation des cadeaux. Mm. Euh, c'est l'ambiguïté, peut-être, de notre lien avec l'Algérie. C'est que pour les Algériens, on est Algérien. Mais on est Algérien, mais on est avant tout calédonien. C'est-à-dire que notre processus d'enracinement en terre du Pacifique, l'éloignement, le fait que aucun de nous ne parle ni l'amazigh ni L'arabe. l'arabe, Mm. fait que, voilà, et puis le temps, il passe. Euh, et la résultante de ça, c'est que on est des descendants d'Algériens. Un certain nombre d'entre nous ont le passeport algérien, se considèrent pleinement algériens, mais que pour l'immense majorité des descendants, aujourd'hui, on est des Calédoniens. Le fait d'apporter une petite pierre à un partage de l'histoire du pays calédonien pour essayer de construire ce destin commun avec les Kanaks qui est tellement difficile à construire, c'est quelque part pour les gens de ma génération se dire que maintenant qu'on sait que nos ancêtres ont souffert, vécu une vie d'exil ici, que ces souffrances elles ont aussi été vécues en Algérie, parce que c'est des milliers d'enfants orphelins, des milliers de femmes qui n'ont jamais revu leur mari, et des parents qui ont perdu leur fils, des terres qu'il a fallu resubdiviser, des descendances qui ne se sont pas faites. La question qui finit nécessairement par venir, c'est quelle est la raison de toute cette souffrance? Pourquoi le bon Dieu, il leur a fait ça? En jouant avec l'histoire, je suis de ceux qui souhaitent que cette souffrance, elle ait eu une raison. Et c'est mon dernier mektoub. Nous, on est les descendants. Nous, on est ici. Nous, le mektoub nous a permis de faire la paix avec l'histoire de notre lien avec l'Algérie. Retrouver cette histoire. Et peut-être que la raison d'être de leur souffrance, c'est pour que nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils puissent vivre bien, en paix, avec les Kanaks, avec les autres communautés de Nouvelle-Calédonie, qui soient descendants de Vietnamiens, de Wallisiens, d'Indonésiens,
d'Algériens et que, eh bien, la raison d'être de cette histoire douloureuse, ce soit de pouvoir construire dans ce pays du Pacifique une communauté de destin qui démontre que les communautarismes qui se développent partout dans le monde, nous, on les dépasse. Ça ne veut pas dire qu'on oublie qui on est. Ça ne veut pas dire qu'on efface les différences. Mais je reste dans l'espoir que ce pays puisse se construire sur un, des communautés arc-en-ciel, fiers de leurs différentes origines et qui transmettent à leurs enfants, aux générations qui viennent, la fierté des batailles, de la résistance, de la résilience que nos ancêtres, ils ont eu à mener pour que nous, on vive bien et qu'on puisse leur transmettre un beau pays. Vous aurez compris à travers le bout d'histoire que je vous ai raconté que je ne suis pas archéologue par hasard. Devenir archéologue, c'est comme devenir psychiatre. On a quelque chose, on a un travail à faire sur soi-même. Moi, j'ai décidé de devenir archéologue, j'avais 8 ans et j'ai jamais voulu faire autre chose que ça. Je me dis aujourd'hui que en fait, le traumatisme multigénérationnel que j'ai porté, il sourdait quelque part déjà en moi sans que j'en ai du tout conscience. Le besoin d'aller trouver les histoires anciennes, de toucher ce que les ancêtres parfois depuis plusieurs millénaires, ont pu toucher, de, euh, de contribuer à apaiser l'histoire. Si je fais de l'archéologie, si j'ai fait 40 ans d'archéologie dans mon pays, c'est pas pour rien. L'objectif, c'était de rendre chacun fier de son histoire, en particulier les Kanaks et de montrer que l'histoire, elle ne s'arrête pas. Il faut qu'elle soit transmise de façon apaisée pour pouvoir construire un avenir apaisé. Et on voit bien aujourd'hui où les transmissions sont des transmissions dans plein d'endroits du monde qui sont des transmissions plutôt caricaturales et Ok. exacerbées des uns contre les autres. On voit le résultat. Quels sont vos liens depuis avec l'Algérie? Depuis, on a compris que vous étiez allé à plusieurs reprises. Vous étiez à Alger il n'y a pas longtemps? La vie d'archéologue en Nouvelle-Calédonie peut être parfois difficile et c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, c'était compliqué. Donc j'ai un petit peu détendu les liens avec ma famille en Algérie en continuant à avoir des liens avec les cousines algériennes qui sont en France. Il y a quelques mois, j'ai accompagné Tayeb Haïfa et son fils. C'était le dernier voyage de Tayeb Haïfa sur la terre de son père. Il me semblait important, à partir du moment où il acceptait que je l'accompagne, d'être là avec lui pour, quelque part, au nom de toute la communauté, le remercier pour son engagement sur des décennies et des décennies et des décennies à garder vivante la flamme, à tout le temps représenter notre communauté partout dans le monde, à ne jamais avoir oublié son origine, jamais l'avoir caché. En 2021, le président de la République algérienne a inauguré sur le port d'Alger un énorme mémorial avec les différents lieux de déportation et d'exil. C'était Covid à l'époque, donc on avait été invité, mais il n'y avait pas d'avion en Nouvelle-Calédonie. Et En donc France, oui. on avait vu ça à la télévision, mais Tayeb Haïfa tenait absolument à voir ce mémorial. Avant de partir, on a fait une sorte de pèlerinage. Le port d'Alger, c'est notre point de départ. C'est notre racine à tous, collectivement. Lors du premier voyage en 2005, j'avais demandé à ce que, on puisse aller sur le quai numéro 4. J'avais amené des fleurs et des feuilles un peu magiques de Nouvelle-Calédonie pour jeter dans la mer. Ça a été un moment extrêmement émotionnel. Quand on s'est retourné avec Tayeb, j'ai vu avec mes yeux et j'ai entendu les cris des hommes et des femmes
qui voyaient partir un membre de leur famille et qui hurlaient un dernier au revoir. La puissance de la douleur qu'il y a eu sur ce quai, je l'associe aussi à l'exil des Pieds Noirs. Et c'est le Mm. même quai, c'est le même port, c'est le même exil, c'est la même perte de la terre des ancêtres. Cet endroit porte une douleur que les Algériens ne mesurent pas, et je ne savais pas à l'époque, parce que j'ai découvert ça plus tard, je ne savais pas que en fait, Tassadit, mon ancêtre, était quand là. elle a appris que son fils allait être exilé, elle a fait le voyage jusqu'à Alger. Et elle était là très très tôt le matin pour les voir passer. Et dans les documents historiques, il y a mention de cet événement. Parce que cette vieille dame, au premier rang, voyant son fils passer, hurlant, tombant à moitié dans les pommes, en fait, le militaire qui retenait la foule a vu cette vieille et l'a laissé passer. Elle a pris son fils dans les bras. Et puis elle lui a dit adieu. Qu'est-ce que vous dites à votre fils qui a 25 ans quand vous savez que vous le reverrez jamais? Et vous voyez cette douleur-là, là, je suis à 22 000 kilomètres, 18 000 kilomètres du quai d'Alger, eh ben, j'arrive pas à l'évacuer. Alors imaginez ce qu'elle a dû être pour les dizaines de milliers de personnes qui ont perdu un proche qui a été emmené à Cayenne ou à Calédonie. Et c'est tellement fort que même les gens qui tentent de retenir leurs émotions, comme ma maman. J'ai emmené ma maman en Algérie en 2013. Et ma maman a- parce que elle est d'une génération où il fallait pas montrer les choses. Ma maman, pendant tout le voyage, elle est restée extrêmement digne, très très digne. Mais quand je l'ai amenée au quai d'Alger, elle a craqué. Elle a pleuré dans mes bras. Elle m'a dit, mais mon fils, nous, notre histoire, elle commence là, sur les marches, là. Là, là. Mon grand-père, il est parti de là. Cette capacité de nos ancêtres à nous avoir légué des choses qui sont finalement euh, euh, immatérielles, mais qui sont de la mémoire vivante qu'on ne savait pas porter. C'est l'Algérie, c'est la terre algérienne qui nous a fait ressortir ça. Mm. Et en même temps, la puissance de cette histoire que finalement on partage avec tout un peuple fait que à chaque fois que je me suis promené dans Alger, j'ai jamais eu le sentiment d'être un étranger. Jamais. À aucun moment, j'ai eu le sentiment d'être un roumi, d'être un Français. J'ai passé ma vie à être arrêté à toutes les douanes du monde à cause de ma tête. Donc, mon délit de sale gueule, voilà, je Oh, l'assume ok. de méditerranéen. Mais voilà, ce sentiment que je suis chez moi en Algérie, mais en même temps, je suis un descendant de ce pays et je ne revendique pas d'être de ce pays. À la quatrième génération, je considère que ce serait faire une forme d'affront à ceux qui se sont battus pour que l'Algérie soit un pays libre.
ce serait un affront de me revendiquer comme un Algérien. Tayeb Haïfa, il a le droit. Ses enfants, les gens de la deuxième génération, ils ont le droit. Mhm. Moi, je considère que ce serait malvenu de ma part, symboliquement, par exemple, de demander un passeport algérien. Mhm. On me l'a proposé. Je considère que il y en a d'autres qui le méritent beaucoup plus que moi et que c'est pas de ne pas reconnaître mon lien avec l'Algérie, c'est de placer mon lien avec l'Algérie à l'endroit où il doit être. Le premier voyage en Algérie m'a totalement transformé, enrichi, fait basculer par rapport à la revendication kanak. J'ai été élevé dans une famille en Nouvelle-Calédonie du slogan deux couleurs, un seul peuple. Mon grand-père était un grand syndicaliste qui était à la tête du projet des égalités de salaire. Mhm. Mon lien avec les Kanaks est un lien que j'ai depuis que je suis bébé. Mais l'Algérie, ce premier voyage, m'a quelque part fait découvrir des choses que on ne peut pas comprendre si on n'a pas une histoire de colonisation en soi. Le moment de bascule, ça a été les Aurès. On est monté aux Aurès dans notre circuit. Ben, on a découvert un paysage rude, dur. Puis les Aurès, c'est un élément de la guerre d'Algérie qui est tout à fait particulier. Déterminant, exactement, un élément fondateur. On est arrivé en haut d'une colline face à un énorme monument. Monsieur Helmy il nous a dit, vous êtes à l'endroit du déclenchement de la révolution. On a été accueillis par en fait des anciens Moudjahidines et des enfants de Moudjahidines qui nous ont tous accueillis avec la même phrase, Bienvenue chez vous. Ils nous ont emmenés devant le monument aux martyrs avec tous les noms. Et il y a un vieux monsieur qui est sorti de l'assistance. Il a fait faire silence et il nous a dit ces mots. Vous voyez, vous vous demandez pourquoi vous êtes là. Nous, on vous a vu à la télévision. Et quand on a appris que vous veniez en Algérie, sur la terre de vos ancêtres, on a exigé que vous veniez ici. Parce que nous, les gens des Aurès, on a quelque chose à vous dire. Si vos ancêtres n'avaient pas commencé la lutte, nous, on n'aurait pas pu la terminer. Est-ce que vous pouvez imaginer, pour des Calédoniens qui sont dans une situation de décolonisation, ce que représente cette phrase? En fait, l'Algérie, les Algériens, à ce moment-là, ils nous ont pris, ils nous ont fait sauter la barrière de la colonisation Mhm. et ils nous ont mis dans la peau des colonisés. Ce moment-là, pour moi, est marqué par un bouleversement. Depuis, à chaque fois que je suis en colère contre l'action des politiciens kanaks, à chaque fois que je suis dans une situation d'incompréhension, je me reporte à ce moment-là, à cette parole-là. Et avec tous les cadeaux que l'Algérie a pu nous faire, directement, indirectement, avec la fierté qu'on a que les Algériens nous reconnaissent, avec la reconnaissance qu'on a, que ce soit la télévision algérienne, Monsieur Saïd Almi, Madame Fatia Si Youssef, qui est ressuscité notre histoire. Eh bien, tous ces cadeaux-là, en fait, le cadeau le plus précieux que moi, en tant que descendant, j'ai reçu de l'Algérie, en tant que Calédonien, c'est ces paroles de ce vieux Moudjahidine. Et Ben donc, c'est un élément que l'Algérie va devoir finir par intégrer.
par prendre en considération. On a dépassé le stade de la diaspora parce que il y a eu une coupure dans les liens et que cette coupure dans les liens, une fois que la coupure, elle est sur plusieurs générations, elle ne se reconstruit jamais totalement. Notre lien à l'Algérie et à la Calédonie est un lien qui fait de nous des Calédoniens d'origine algérienne. On Je, l'a exprimé officiellement en faisant venir nos grands frères kanaks et en les mettant au centre. devant les Mm. représentants algériens comme quelque part nos porte-paroles et les porte-paroles de notre pays, qui était celui de l'exil de nos ancêtres, qui était celui de l'adoption de nos parents et que l'on revendique comme le nôtre aujourd'hui. Mm. Merci. J'ai forcément une pensée. Vous m'autoriserez à conclure peut-être. J'aurais un salut amical, ben, effectivement, à Tayeb, à Haïfa, euh, à Wallace Cotra, qui a été mon patron pendant un moment quand j'ai travaillé à François. Ben, on disait tout à l'heure, en début d'entretien, que je présentais en disant qu'on avait, dans l'absolu, on n'avait pas tant de points communs que ça. Ben, si, on a l'outre-mer aussi, puisque je travaille pour France Télévisions sur la partie pour le pôle outre-mer, et puis donc Wallace Cotra, et puis Mehdi Lalaoui, parce que dans son travail magnifique sur sortir de l'oubli les Kabyles du Pacifique, entre autres, on va rappeler ses livres et ses documentaires, et puis que vous dire d'autre ben, comme on dit chez nous, en Kabylie, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent jamais. Donc, ça laisse espérer qu'un jour, on puisse se retrouver, bah, soit du côté de ma colline à moi, ou chez vous en face, dans le village de la Galette. En tout cas, j'ai le sentiment que tous ceux qui nous ont précédés, qui vous ont précédés, étaient avec nous aujourd'hui. Vraiment, merci. Merci de ce partage. Merci beaucoup pour votre invitation.